Allô tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles et de logiciels sur mesure. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est vraiment la base. Là où est-ce qu'on réussit à aller se démarquer, c'est en créant des applications qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je me suis entretenue avec François-Jérôme Gosselin, qui est président de Novatez, et William Giroux, qui est également président, mais de la compagnie CaseMe. Novatez et CaseMe ont déjà travaillé ensemble auparavant sur la stratégie e-commerce de CaseMe. Et puis aujourd'hui, je leur ai posé quelques questions afin de démystifier tout ce qui est autour de l'univers du Black Friday. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Frank, Will, bienvenue à l'Update, mais re-bienvenue à l'Update pour Frank. Ça fait plaisir. Merci de l'accueil. Merci beaucoup d'être là. Avant même de lancer la conversation, parce que là, aujourd'hui, grosse conversation à avoir. On est à un mois du Black Friday, parce que là, on est un peu d'avance dans l'enregistrement, mais l'épisode va sortir à un mois du Black Friday. Puis, j'ai plein de questions pour vous, mais avant de poser mes questions, je vous laisserai vous présenter. Fait que, Will, on t'écoute? Yes, enchanté. William Giroux, cofondateur et président de CaseMe. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise qui est dans le design et la fabrication d'étuis pour téléphones cellulaires. On est autant en e-commerce depuis nos 8 premières années de vie, puis maintenant on est en mode ouverture de boutiques physiques. Ça fait qu'on est avec 3 boutiques ouvertes à présent. On en rouvre une 4e dans 3 semaines, puis on en vise 12 d'ici la fin de 2026. Et finalement, on a aussi une branche de B2B. Fait qu'on fait des études personnalisées aux couleurs de les entreprises aussi. Cool. François-Jérôme Gosselin, même titre, cofondateur et président de Novatez. On existe depuis 10 ans, spécialisé dans stratégie et implantation de commerce électronique, tant au niveau technologique qu'au niveau marketing. Donc, pour les entreprises qui sont soit manufacturiers, distributeurs, retailer, B2C. Donc, plusieurs cordes dans notre arc. On est basé à Québec avec une antenne très forte à Montréal aussi, une 60aine de personnes. Donc, voilà. Puis fait saillant, on a travaillé ensemble pendant à peu près 7 ans, je dirais. Ah ouais, quand même un bon bout. Hein. Fait que CaseMe était client de Novatez pour tout ce qui est votre implantation e-commerce. Exactement. Très nice. Je me souviens d'avoir fait les premières promos du Black Friday avec vous. Ah, wow! Mais justement, avant de plonger dans le sujet, j'aimerais juste revenir sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que vous êtes en train d'ouvrir des boutiques physiques. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va parler un peu plus de e-commerce. Vous avez commencé en e-commerce, mais qu'est-ce que vous avez vu dans votre clientèle qui faisait en sorte que vous voyez la pertinence d'ouvrir des boutiques physiques? Ben, je dirais que c'est parti de, pendant la COVID, le premier segment de la COVID, on a décidé de faire un pop-up shop parce que nos clients nous le demandaient. Ça fait qu'on a ouvert une boutique 4 jours à Laurier, Québec. Puis il y avait un line-up d'à peu près 100 personnes. Puis les gens attendaient vraiment ça. Puis on a comme réalisé que de faire vivre une expérience client en ligne, c'est super cool et important. Mais les gens veulent quand même des fois rencontrer la marque d'une façon physique. Fait que suite à ce pop-up-là, on en a fait un deuxième, juste pour dire le premier, c'était-tu genre exceptionnel, puis finalement non. Ça fait qu'on a décidé d'ouvrir une première boutique à Laurier. Puis c'était vraiment en mode relax, dans le sens qu'on avait pris un local qui était quand même visuellement correct. On l'a peaufiné un petit peu. On n'a pas mis beaucoup d'investissement en argent pour les améliorations locatives. Puis rapidement, on a vu que à peu près 65% des clients qui achètent en magasin n'avaient jamais acheté CaseMe auparavant. Fait que niveau diversification de sources d'acquisition de clients, c'est super bon. Puis avec tous les outils qu'on utilise, genre Data Studio, on est capable de venir mettre mettons les boutiques contre le web. Puis actuellement, les boutiques défoncent complètement le CPA du web, genre positivement. Là. Ça fait que ça nous coûte à peu près 2 à 3 fois moins cher d'acquérir un client en magasin que de le faire en ligne. Fait qu'on s'est dit, OK, on va laisser avec une deuxième, une troisième, et là, ainsi de suite. Là. Wow, OK, je suis vraiment impressionnée par ces chiffres-là. Puis en ce moment, mettons, là, on parle de l'acquisition, mais en termes de vos ventes, est-ce que la grosse majorité des ventes est quand même en ligne ou c'est majoritairement en magasin? Ben, c'est encore majoritairement en ligne de par le fait qu'on en a juste 3 d'ouvertes.
Mais dans les forecasts qu'on a fait récemment pour aller chercher du financement, d'ailleurs, on réalise que d'ici peut-être 2 ans, ça va peut-être être rendu comme 40% en physique, la balance en e-com. Fait que c'est ça, c'est des choses à prendre en considération là, pour la suite. Bien, c'est vraiment impressionnant. Puis justement, on avait reçu Damien Silès du CQCD dans un des épisodes, je me rappelle plus c'est quoi le numéro de l'épisode, mais il nous parlait justement d'à quel point les chiffres de vente, les ventes physiques, les ventes en magasin sont encore surprenamment vraiment élevés. Fait que ça vient un peu... Je pense surtout pour les marques qui ont réussi à bien s'adapter. Là, pendant des années, on entendait dire que le commerce de détail, c'était en décrépitude, puis que c'était comme un peu la fin du retail, puis finalement... Pas du tout. On voit des marques actuellement comme Uniqlo qui ouvrent massivement des boutiques au Canada. Fait que je pense que si tu peux offrir une expérience client qui est cool, les gens vont encore magasiner. Puis c'est ça, nous, on a développé avec notre fournisseur un truc qui s'appelle une Case Me Nano Press. Fait qu'on a miniaturisé les fours qu'on utilise en Beauce pour produire nos étuis pour qu'on puisse s'autosuffire en magasin. Ça fait que chaque boutique Case Me, on a 2 à 3 fours. Fait que on offre de la personnalisation sur place. Fait qu'on a 3 iPads que les gens peuvent venir personnaliser leurs étuis. Puis on le produit en 10 minutes. Fait que tu peux continuer à aller magasiner, on t'envoie un texto, ou tu peux attendre puis regarder parce qu'on a mis une fenêtre que ça donne vers le studio Case Me qu'on appelle, qui est notre atelier de fabrication. Puis après ça, je te laisse le micro. Mais puis dans le fond, passionnant, continue. Il y a beaucoup de temps mort en retail. Ça fait que des moments qu'il n'y a pas de clients, tu fais quoi? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ben là, c'est comme, OK, tu as du temps de libre. Ben, tu vas aller renflouer l'inventaire. Ça fait qu'on réussit à diminuer nos pertes d'inventaire. Puis, c'est très utile à ce niveau-là. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis justement, tu parlais des boutiques qui ont été capables de s'adapter puis d'offrir une bonne expérience client. Fait que là, vous avez mis des iPads. C'est justement dans... Tu sais, oui, les gens magasinent beaucoup en ligne, mais après ça, s'ils vont magasiner dans un endroit physique, ben, ils s'attendent à justement avoir des outils comme ces iPads-là qui vont les supporter puis les accompagner dans leur magasinage. 100%. Puis après, c'est la magie du e-com, de comment tu fais ta rétention de ces clients-là. Ça fait que c'est la première relation qu'ils ont eue avec Case Me, c'était en magasin. Comment tu peux leur faire vivre le reste de l'expérience en ligne aussi par la suite. Là. J'ai une question là-dessus, parce que tu disais que tu as 60 quelques % des gens que c'est la première expérience en magasin. Es-tu quand même capable, vu que vous avez quand même beaucoup de données en ligne, de prévoir vos ouvertures de magasins en fonction de la provenance des clients en ligne? C'est-à-dire, absolument. C'est tout le temps quelque chose qu'on regarde. Ouais. Tu vas le regarder puis tu es capable de le corréler, même si tu as quand même une grande majorité qui sont... Ben, c'est le fun, là, parce que ça veut dire que tu double win, entre guillemets, là, vu que tu es capable d'avoir un bassin de clientèle en ligne qui vous connaissent déjà, qui sont dans une région X. Toi, t'ouvres puis tu t'en vas chercher un 60% supplémentaire que vous ne connaissez pas dans le fond avant. Là. Exact, 100%. Ouais. C'est hot. Vraiment intéressant. Très cool. Fait que là, on va parler plus du Black Friday aujourd'hui. Ma première question pour vous, puis justement, c'est un peu aligné avec ce qu'on vient de parler, c'est est-ce que ça fait encore la file la nuit de la veille du Black Friday pour aller faire des achats? C'est encore quelque chose qui se fait ou maintenant, avec tout ce qui est plus commerce en ligne, c'est moins un phénomène qu'on observe? Je peux commencer. Vas-y. En fait, faut dire que c'est devenu très en ligne aussi. Là. Après ça, nous autres, on le remarque dans nos clients qu'il y a quand même un achalandage qui est assez intéressant, surtout pour les marchands qui vont faire de la promotion sur des produits qui risquent d'avoir un manque d'inventaire. Avant, c'était beaucoup ça. Là, c'était qu'on avait juste un inventaire en magasin. Donc, on voyait les fils se construire parce que j'ai peur de ne pas pouvoir acheter cette télé-là. Là. On a tous vu ces photos-là dans le passé. Là, le monde sortait avec des télés, il en manque. Puis, bon. Fait que c'était un petit peu ça qui perdure là, sur la rareté de certains items. Mais sinon, on pourra en parler aussi, mais c'est aussi un événement qui, à l'époque, c'était une journée. Là, c'est devenu 4 jours avec le Cyber Weekend, avec le Cyber Lundi. Là, c'est devenu une semaine et demie. Fait qu'il y en a même plus. Fait que c'est sûr que il y a des stratégies à venir faire là-dedans qui font que tu es quand même aussi capable, parce que c'est une stratégie de gérer ton trafic. Là, c'est pas nécessairement bon d'avoir tout le monde qui attend à ta porte une seule journée puis que tu te fasses dévaliser nécessairement. Fait que je pense que c'est plus équilibré que ça l'était avant. Fait que ça dépend un petit peu de l'industrie aussi là-dedans. Électronique, c'est encore très fort, le Black Friday. Là, fait que c'est sûr qu'on le voit plus. Mais après ça peut s'étaler sur la semaine. OK. Mais justement, tu parles que ça a grandi, ce concept-là du Black Friday, que c'est maintenant sur une semaine.
n'importe quel détaillant qui veut avoir une stratégie, puis tu pourras nous parler de justement comment Case.me établit cette stratégie-là, mais comment on s'y retrouve, comment on sait quelle stratégie à adopter. Est-ce qu'il faut faire toute la semaine au complet? Est-ce que c'est mieux de juste avoir des promotions le vendredi? Quelles sont les bonnes pratiques? Tu me dis quand tu veux. En fait, moi, de la façon que je le vois beaucoup, là, c'est à l'époque, c'était vraiment prix-produit. C'était comme, OK, 40% sur tout l'inventaire juste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une expérience, puis ça vaut même la peine de se poser la question lors du Black Friday pour le reste, pour sa stratégie continue après. Mais tu sais, le consommateur, il va prendre sa décision rendue au panier. Puis tu sais, au panier, qu'est-ce que tu as? Tu as plein de produits, tu as ton frais de livraison, tu as le délai de livraison, tu as beaucoup de facteurs. Fait que c'est plus juste un prix produit, c'est rendu vraiment la commande qu'il faut regarder. Fait que moi, je dis toujours ça aux détaillants, c'est de regarder un petit peu la commande, au final, elle a l'air de quoi pour ton client. C'est ça qui va vraiment impacter finalement si la personne va passer à la transaction ou pas. C'est une des choses aujourd'hui qu'on a vu beaucoup évoluer dans les dernières années, c'est le programme de loyauté aussi. Fait que ça permet de diversifier ton offre au Black Friday. Là, au lieu de dire, OK, je vais donner 40% sur tout, je vais donner un 15-20%, mais sais-tu quoi? Tu vas doubler tes points de loyauté. Ou bref, peu importe l'incitatif que tu veux mettre là-dedans. Tu peux jouer sa livraison aussi, mais là, ça vient aussi sécuriser une fidélisation de ta clientèle. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne façon de le voir plutôt que de juste regarder le pourcentage que tu vas donner sur ton catalogue de produits là-dedans. Pour ce qui est de l'étaler sur la semaine, des statistiques là-dessus, il faut les interpréter, mais tu as 36% des gens qui avaient un intérêt en 2023 d'acheter durant la semaine pour le Black Friday. Puis après ça, tu as 48% des gens qui ont acheté juste le Black Friday. Fait que on peut l'interpréter de différentes façons, mais ça reste que tu as quand même plus qu'un tiers des gens qui veulent pouvoir acheter tout au long de la semaine. Fait que je pense que c'est aussi une opportunité de segmenter tes promotions, d'y aller une partie de ton catalogue peut-être sur une partie de la semaine, puis de t'aligner aussi là-dessus, dépendamment de ton industrie aussi. Mais ça permet quand même de jouer puis de faire des choses intéressantes, mais je pense qu'une affaire qui est importante, juste pour finir là-dessus, c'est qu'il faut préserver ses marges. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que oui, on peut aller refidéliser des gens pis ça par après, mais il faut respecter ses marges pour s'assurer aussi qu'on a une stratégie qui se tienne puis qu'on est capable de faire quelque chose d'intéressant finalement. Là. Puis vous, ça ressemble à quoi au niveau... d'un disclaimer. Merci à Abder, notre directeur de la croissance, qui m'a bien briefé justement parce que moi, je m'occupe moins de cela au quotidien. Mais pour reprendre un peu ce qu'il m'expliquait, c'est... ça reste que je comprends bien tout ça, mais nous, il y a à peu près 47 à 48% des clients qui achètent pendant le Black Week, Black Friday, etc., qui étaient des clients qu'on avait déjà. C'est de bien comprendre le comportement d'achat dans le sens qu'il y a des gens, comme Frank disait, que ça va être des early birds qui vont vouloir acheter d'emblée, comme pas nécessairement le jour du Black Friday. Il y en a que c'est pendant le Black, puis il y en a après. Puis je dirais à ça qu'il faut avoir un message qui est vraiment clair parce que cette période-là d'achat est tellement intense pour les clients que tu te fais bombarder à gauche, à droite de plein de choses. Puis nous, historiquement, là, je pense que c'est la 8e ou 9e mouture de notre Black Friday. Puis avant, on y allait de façon, pas aléatoire, mais comme on faisait des tests. Au début, on a donné des gros pourcentages de rabais, puis on a réalisé que le monde vont acheter que ce soit 20, 25 ou 40%. Souvent, la décision est pratiquement déjà prise. Fait que c'est d'avoir un message qui est clair. Puis, te donner un exemple, avant, mettons 2021, 2022, on faisait comme, pendant la Black Week, c'était 20% de rabais. Le jour du Black Friday, 25. Après ça, on retombait à 20. Fait que ça, tu changes toutes tes communications dans tes emails, dans tes SMS, sur ton site web. Puis, ça devient un peu complexe à exécuter, puis pour le client aussi, ça devient comme un peu compliqué, puis ça faisait qu'on avait des retours parce que quelqu'un qui achetait à 20%, là, il voyait le vendredi, ben là, vous êtes à 25, je veux me faire rembourser, je vais racheter à 25%. Fait que là, Pierre, nous qui est au service à la clientèle, était comme là, c'est pas drôle, là. C'est comme vraiment beaucoup de refund. Fait qu'on a décidé, nous, de mettre tout le temps la même offre, c'est jusqu'à 25% de rabais. Fait que si tu achètes un produit, tu as 20%. Si tu achètes 2 produits et plus, tu as 25%. Puis comme ça, c'est tout le temps le cas. Puis il y a juste le Black Friday qu'on fait 25% sur tout.
OK. Ouais. Le site au complet. Ouais. Puis justement, tu dis, là, une journée, c'est 20, une autre journée, c'est 25. Il faut tout changer, les communications, que ce soit les textos, site web, whatever, ce que vous avez. Tu sais, nous, c'est sûr qu'on travaille un peu plus avec même les applications mobiles. Je me demande, justement, comment tu fais pour rester cohérent tout le temps, que ce soit dans un magasin physique, sur ton app mobile, sur ton site web. Est-ce que tu fais juste des promotions pour le web puis des promotions différentes en magasin? On utilise Figma qui nous aide vraiment pour l'équipe à pouvoir visualiser comme toute la stratégie at large. Fait que je dirais que nous, c'est vraiment similaire partout. Là. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu recommandes? En fait, je résume un peu ce que Will vient de dire, mais je pense que la stratégie, c'est vraiment keep it simple. Là, parce que il y a 12 000 outils qu'on peut utiliser, puis synchroniser, puis tu vas toujours ajouter un risque d'erreur là-dessus. Puis comme Will dit, il faut que ton messaging il reste simple pour ton client. Là. Si tu arrives en magasin puis tu ne retrouves pas ce que tu as vu sur une publicité en ligne par rapport à une promotion qui était juste sur le site web finalement ou dans une ville X, là, ça, tu viens briser l'expérience complètement. Là. Fait que je pense que on peut parler d'outils promotionnels longuement. Là. Après ça, il y a un autre, tout ce qui est inventaire, puis tout ça, c'est un autre dossier, mais pour tout ce qui est promotionnel, le mieux on garde ça simple, puis ça va bien aller généralement, parce qu'après ça, tu n'as pas nécessairement besoin de synchroniser et d'aller dans le complexe puis tout ça pour faire ça. Fait que est-ce qu'il y a un avantage à offrir des plus gros rabais en magasin pour justement attirer ces gens-là puis s'assurer potentiellement de faire une vente qui est plus sûre, si on veut, qu'en ligne? Ben, moi, je serais curieux de t'entendre là-dessus, mais c'est sûr que moi, une des choses que je prône beaucoup maintenant, puis que personnellement, j'aime l'expérience, c'est le pick-up in store, là, qui est mis beaucoup de l'avant en ligne. Fait que, tu sais, ça peut être, c'est pas nécessairement d'être découragé sur la livraison, là, parce qu'à un moment donné, on veut que le client puisse acheter puis ait sa bonne expérience, mais, tu sais, ça se peut là, que la livraison, dans certains cas, elle coûte plus cher pour le détaillant, puis on peut donner plusieurs options pendant, mettons, cette semaine-là, puis dire, bon, ben écoute, une livraison express, tu vas la payer quand même vraiment plus cher. Si tu es prêt à attendre un délai, ça va être moins cher ou peut-être gratuit. Puis sinon, ben pick-up in store la journée même ou le lendemain, puis c'est gratuit. Puis en général, tu vas avoir 40% des gens qui vont acheter quelque chose de plus quand ils vont arriver en magasin. Fait que pour ton taux de conversion que tu parlais, c'est quand même bon. Fait que c'est sûr que si on a l'occasion, puis on a des boutiques, puis on est capable de faire ça, ben c'est sûr que c'est quand même un bon incitatif là, aux commerçants de pouvoir offrir ça. Puis ça ne nous coûte rien de l'offrir finalement. Fait que... Puis vous, de votre côté, est-ce que vous faites des incitatifs à ce que les gens se déplacent en magasin ou, comme tu disais, ça reste vraiment standardisé? On visait la standardisation à ce niveau-là. Puis pour le pick-up in store, pour nous, c'est encore ongoing, là, je dirais. On n'a pas encore mis sur pied cette stratégie-là. Pourquoi? De par la complexité de genre nos étuis sont produits sur commande. Fait que actuellement, tout ce qui est des commandes web sont produits en Beauce à notre siège social. Puis pour les boutiques, c'est elles qui sont comme autonomes niveau production pour l'inventaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vise justement là, dans les prochains, peut-être la prochaine boutique ou les autres que va falloir avoir quelque chose comme ça. Ça te donne envie. Là, ouais, vraiment. Mais vraiment, là, pensez juste au Canadian Tire, c'est game changer là, d'arriver puis de comme aller chercher ta commande dans un petit casier. Là. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je trouve ça donc bien le fun. Ça, mais Canadian Tire, là, vraiment off-track par rapport à ça, mais t'as-tu déjà commandé un essuie-glace ou magasiné un essuie-glace maintenant chez Canadian Tire? Je t'avouerais que je magasine pas vraiment d'essuie-glace, mais je suis curieuse. Regarde, moi, j'ai magasiné un essuie-glace chez Canadian Tire, puis avec l'app, là, maintenant, tu dis, hey, mon véhicule, c'est ça, puis c'est parce qu'on va parler d'expérience peut-être à un moment donné. Puis tu arrives chez Canadian Tire, puis dans le rayon, tu as une lumière qui illumine pour te dire c'est celui-là que tu as besoin pour ton auto. Quand même. Wow. Fait que tous les produits complexes là-bas, là, maintenant, tu as comme des voyants, puis tu es capable de... Je sais pas si c'est dans toutes les Canadian Tire, là, mais moi, j'en ai fait 2-3 qui l'avaient. Là. Je magasine pas tant d'essuie-glaces que ça, là, mais je suis intéressé. Le geek des essuie-glaces. Ben, c'est ça, il y a tellement de choses à faire avec ça, puis de justement, comme on parlait tantôt, améliorer l'expérience client à travers le numérique. Il y a des stratégies infinies pour faire ça, puis c'est sûr que développer des solutions comme ça, ça prend beaucoup de fonds. Là. C'est certainement des solutions qui sont dispendieuses en termes de... Pour vous autres, c'est des apps mobiles, hein, souvent? Ben, vraiment, 100%, mais on aimerait ça la faire. Fait que si Canadian Tire nous écoute... Let's go! Mais justement, en parlant d'app mobile, c'est un beau segue vers ma prochaine question qui était comment on peut utiliser l'application mobile dans un contexte de e-commerce puis de Black Friday? À quelle stratégie particulière on devrait aborder avec ça? Est-ce qu'il
il y a plus de conversions directement à partir d'une application mobile. Exemple, on prend, je sais pas, Zara, mettons qu'il y a l'application mobile. Est-ce qu'il va y avoir plus de conversions qui vont se faire à partir d'une application mobile ou ça reste vraiment le site web e-commerce en ligne? Je peux y aller, là, tu sais. De façon générale, Black Friday, tu as 72% des achats, c'est en ligne, c'est mobile. J'ai pas fait de la distinction application mais vraiment ça se passe sur un appareil mobile. Fait que ce qui est quand même intéressant, puis c'est des achats qui sont très instantanés, rapides. Donc, c'est souvent l'expérience. C'est pas pour rien on voit des sessions utilisateurs sur des ordinateurs de bureau, c'est souvent plus long qu'une session mobile, juste parce que puis je parle vraiment pour un achat, là, en fait, là, parce qu'on peut le faire vraiment rapidement, puis c'est intuitif. Tu sais, faut regarder ce que le téléphone en tant que tel offre. Là. Maintenant, tu as des solutions qui, même sans être dans une application, mais qui marchent super bien dans une application. Exemple, la réalité augmentée dans le secteur des meubles, dans le secteur de d'autres affaires. C'est juste une publicité là, qui dit que tu peux utiliser la réalité augmentée pour visualiser le produit. Là. En tout cas, dans les secteurs que ça se porte bien, là, tu vas avoir 40% plus de clics juste sur ta publicité à cause de ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant à mentionner parce que ça te prend un appareil mobile pour pouvoir faire ça, justement. Fait que ça, c'est le fun. Fait que c'est une des façons. Une autre façon qui est peut-être moins spécifiquement pour le Black Friday, dans le sens où c'est un petit peu plus long à implanter, là, mais tu sais, quand on parle de tout ce qui est commerce unifié et tout ça, je sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience Ikea, là, d'aller faire ton panier, mais direct en magasin, mais tu sais, tu scannes tes items dans le magasin, tu fais ton panier, tu les as, puis quand tu arrives à la caisse, tu évites la longue file. Tu as déjà ton espèce de code que tu peux passer au checkout, puis là, tu payes, puis tu as ton panier qui est déjà tout fait. Fait qu'au lieu de tout nécessairement scanner. Fait que tu sais, ça, tu l'as dans plusieurs autres types de magasins aussi, ou juste vérifier avec l'application, par exemple, s'il y a un morceau de vêtement qu'il n'y a plus ta taille, ben tu le scannes, est-ce qu'il est en arrière ou pas, tu sais, sans nécessairement avoir à parler à quelqu'un. Ce qui est intéressant dans le contexte du Black Friday, c'est que tu sauves beaucoup de temps, puis le temps dans le Black Friday, il est comme vraiment plus compté pour les consommateurs. Fait que je dirais, c'est mettre ça, tu sais, c'est une stratégie long terme, mais ça se positionne quand même en amont pour ça. On n'utilise pas d'app mobile. Non, c'est ça. Mais je serais curieux en e-com, voir les entreprises qui ont une application, genre c'est quoi le pourcentage d'achats qui sont faits sur l'app versus sur le site. Mais souvent, tu as des clients très, très fidèles là, sur l'app là, parce que tu as fait l'action de télécharger l'app, d'avoir ton compte, puis tout ça. Puis, je pense à la Pizza Salvatore qui donne genre 10$ de rabais sur leur pizza médium, mais finalement, ben, tu vas prendre cette pizza-là, mais tu risques de prendre d'autres choses aussi. Là. Pour forcer les gens à utiliser cette application-là. Exact. Simons aussi ont des incitatifs à l'utilisation de l'app. Fait que, clairement, c'est intéressant parce que tu as des clients qui... Après ça, tu peux envoyer des push notifications aussi. Fait que tu as une interaction qui est plus vivante, c'est sûr. Mais il faut que tu aies en anglais un purpose, là, mais il faut que tu aies vraiment un objectif pour cette application-là. Là. Si tu es pour recréer ton expérience mobile, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est ça, il faut que tu aies une valeur ajoutée à le faire quand même. Puis il faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour la personne qui va downloader aussi, parce que c'est quand même demander beaucoup d'efforts à quelqu'un. Là, avant, on avait plein d'applications random dans notre téléphone, là, genre le lighter ou comme le truc pour faire semblant de prendre la bière. Vous rappelez-vous de cette application-là? Oui, mais moi, je me Toi, tu sais de quoi je parle. Prendre la bière. Tu sais, c'est genre, tu avais une bière sur ton téléphone, puis là, tu la penches. Ah ouais, OK, non. Je vais vous montrer plus tard c'est quoi. Mais c'est ça, tu sais, avant, on downloadait plein d'applications pour aucune raison, versus aujourd'hui, pour downloader une application, il faut vraiment qu'elle m'apporte quelque chose. Puis pour que je clique autoriser les notifications, là, il faut vraiment que ce soit pertinent. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans des stratégies de fidélisation, mais aussi, nous, on travaille beaucoup avec un client qui mise fort sur la gamification aussi. Fait que garder le client engagé avec l'application puis envers la marque, puis ce qui fait en sorte qu'ils veulent utiliser l'application quasiment sur une base quotidienne, tu sais. C'est un peu avec ça qu'il faut que des stratégies comme ça que tu aies de diversifier. De faire des tests AB par rapport à ça, tu sais, la même version que toi de comme je download jamais d'application ou presque, fait que si tu me fais télécharger ça, il doit vraiment y avoir quelque chose d'important, mais en même temps, peut-être que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas leur vision de la chose, puis c'est comme, je vais utiliser, puis je vais autoriser une notification, ça à voir. Ouais, c'est sûr que oui, mais... En faites-vous pour des commerces en ligne, les apps?
On a un retailer avec qui on travaille qui a une portion de commerce en ligne, mais tu sais, c'est vraiment pas le core de leur business. Okay. Fait que, tu sais, on l'a intégré, mais c'est pas ça qu'ils font. Mais nous, justement, c'est vraiment à titre d'outil de fidélisation, puis d'engager puis de créer une communauté, en fait. Là. Ouais. C'est une application de couponing, là, majoritairement. Okay. Puis ça a fait en sorte qu'il y a même des communautés Facebook qui se sont créées. Genre, les gens sont sur des groupes Facebook, puis ils s'envoient les coupons, ils se parlent des nouveaux jeux qui sont disponibles, les nouveaux rabais. Fait que c'est ça. Ben c'est ça, les gens deviennent comme passionnés. Ouais. Fait qu'il y a vraiment eu une belle observation à ce niveau-là. Je veux passer un peu plus au niveau... on a parlé d'acquisition avec le Black Friday. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir... Ben là, toi, tu disais c'est presque 50% des gens qui vont purchase pendant le Black Friday qui sont déjà des consommateurs de Case.me, mais l'autre partie qui sont des nouveaux clients... Ouais. Comment on fait pour les garder? Là, on a fait un gros push d'acquisition. Qu'est-ce qu'on fait pour les fidéliser, ces gens-là? Nous, on prépare notre Black Friday à partir du mois de mai, mois de juin pour faire l'acquisition de ces clients-là. Mais une fois que c'est fait, programme de référencement, définitivement. Programme avec les points aussi. Puis après, c'est de bien structurer tes communications avec eux, de leur poser des questions post-purchase, puis... bref, d'apprendre à les connaître pour pouvoir leur pousser du contenu qui est à valeur ajoutée pour eux. Là. C'est quoi votre programme de fidélisation? Tu dis les points. On l'a changé récemment, puis c'est une méchante bonne question. Je sais pas sur quoi que le choix a été arrêté. Il a fallu que Abdar soit là ou mon partenaire Gab, mais je pourrais pas te dire, mais je pourrais te redire cela. OK, c'est bon. Mais... Ouais. On les avait essayés, eux. Ouais, OK. Puis c'est plus ça. C'est plus ça. OK, je serais curieux. Moi aussi, je suis curieux, là, tout d'un coup. Puis toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous observez chez Novathèse? Ben, je dirais quasiment par l'inverse, là, dire un petit peu, mettons, des fois, l'erreur qu'on va voir, ou peu importe, là, c'est de passer énormément de temps à la promotion. Mais tu sais, vois-tu, vous autres, c'est comme l'idéal. Là, tu passes énormément de temps à penser à ta promotion, mais tu sais, ça, il faut que ce soit vraiment quick. Là, après ça, toute la job est d'en garder le monde. Là, fait que tes communications, garder le monde engagé, post-purchase, comme tu parles. On parlait des problèmes de loyauté tantôt. Là, si tu fais accumuler des points à quelqu'un qui va souscrire à ton programme de loyauté, ben après ça, dépendamment de tes termes de programme de loyauté, t'en as que les points expirent, t'en as que non, mais dans tous les cas, la personne, elle va vouloir venir les dépenser à un moment donné si elle atteint un certain stade. Fait que tout ça, ça sert à quand même garder les gens qui peuvent être là. Puis, tu sais, dans tout ça, ben, on en parlait tantôt un peu, mais s'assurer que ce soit faisable en ligne et en boutique aussi. Tu sais, c'est quand même frustrant si tu as quelque chose qui fonctionne en ligne, mais là, tu veux te déplacer en boutique puis tu es prêt à le prendre. Fait que là, c'est un autre enjeu aussi. On a vu des fois des détaillants qui donnaient des cartes cadeaux, mais ils ne pouvaient pas fonctionner tout de suite dans la semaine du Black Friday. Fait qu'il faudrait que tu reviennes à un moment donné. Ça marche pas, là. Ça marche? Je sais pas. Me semble que légalement parlant, là, je sais pas si aussi c'est... Ben, en fait, c'était posté. OK. Fait que, Maudine. Des délais de Post Canada. Posté. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, les délais de Post Canada. Mais écoute, faudrait qu'on fasse un sujet. Je sais pas si c'est une pratique. Moi aussi, tu sais, je pense pas que le client non plus, il va trouver son compte nécessairement dans tout ça. Mais, je pense que le problème de loyauté en 2024, là, tu sais, sont beaucoup mis de l'avant. Les gens sont beaucoup plus prêts à y souscrire parce que il y a un mouvement dans les dernières années, on l'a vu avec les épiceries. Là, tu regardes les IGA, les métros, tout le monde sont allés refaire leur programme de loyauté. Aussi beaucoup pour pallier à la montée des prix puis essayer de s'assurer que les clients restent contents même s'ils augmentent énormément les prix ou que ça a été fait dans les épiceries. Fait que là, tu t'en vas rechercher un petit peu en fidélisant ton client. Il y a toujours des statistiques incroyables qu'il faut regarder pour chaque entreprise. Là, mais je pense que c'était Bain qui disait ça, là, que je pense pour 5% de fidélisation, tu doubles ta profitabilité, là, par exemple. Après ça, il faudrait peut-être deep diver là-dedans. Il y a sûrement une couple de chiffres à aller chercher. Mais je pense que ça, c'est comme une clé pour... Déjà, si c'est pas pensé dans les organisations, là, déjà, s'implanter un bon programme de loyauté, s'assurer qu'il touche chaque aspect de l'entreprise, donner aussi des incitatifs avec ça. Si t'es loyal, ben, puis t'as un certain stade, puis tu dépenses X par année chez nous, ben, je peux te l'offrir tout le temps, la livraison gratuite, par exemple. Fait que c'est pas juste des points puis des dollars, là, ça peut être sur d'autres affaires. Je pense dans le meuble, ils vont donner des services de design intérieur, par exemple, des choses comme ça. Fait que, je pense que Sephora le fait très bien là, depuis plusieurs années. Là, fait que je sais pas s'il y a des membres rouges ici. Là. De Sephora. Oui, c'est ça. Non, OK. OK, cool. Puis,
si on reste encore une fois un peu plus pour revenir au Black Friday, nous, c'est sûr qu'on est plus en développement, mais encore une fois, les clients avec qui on travaille, c'est pas nécessairement des gens qui font des grosses promotions pendant le Black Friday, mais j'étais quand même curieuse de savoir, d'un point de vue technique, comment on peut se préparer au Black Friday, comment on peut préparer son équipe de développement à justement la masse de trafic qui peut arriver pendant le Black Friday, que ce soit sur l'application ou sur le web. Là. Ben, considérant que nous, on est avec Shopify, puis tu sais, Klaviyo, puis bref, des gros softwares qui nous permettent de laisser ça dans leur cours, la peur de comme ton site va-tu crasher ou non. Nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est la semaine prochaine, on prend toute l'équipe mardi, puis on va se faire un genre de 2 heures qu'on va screener tout le site web pour voir tous les petits bugs. Puis on fait une belle liste après à notre dev PO pour qu'il puisse peaufiner le tout. On le salue. Ouais, salut PO. Puis je dirais, ben, en tant que tel, à part ça, il n'y a pas de bug. Ouais. Nous, sinon, niveau préparation, ben, c'est d'avoir les employés nécessaires pour pouvoir produire ces commandes-là. Fait que nous, une des raisons pourquoi on agrandit la période que les gens peuvent acheter, c'est que sinon, on a un pic de production. Fait que nous, une fois que le client il a commandé, ben, il faut la produire, sa commande, puis il faut l'expédier. Fait que ça nous faisait un énorme goulot d'étranglement pour le Black Friday et tout. Fait que nous, ça nous permet de venir un peu plus stabiliser la production puis d'embaucher les gens en conséquence de ça. Ça fait qu'on a des corps de travail de jour, de soir, de fin de semaine, puis ça nous permet de mieux étaler la production après ça. Juste pour cette période-là? Ben, mettons 1 semaine et demie avant le Black Friday. Ouais. Jusqu'à fin décembre pratiquement. Ça fait qu'on va chercher plusieurs nouveaux employés à ce moment-là pour venir nous aider parce que c'est la folie furieuse. Ah ouais, c'est votre plus grosse période. Définitivement. Okay. Ouais. Cool. Ben c'est le fun de l'entendre de cet angle-là. Là. Moi, je suis au niveau plus technologique. Là, ben, Will t'a donné une partie de solution au début, mais je pense que d'avoir des outils cloud comme ça que tu n'as pas à t'en faire avec ton hébergeur que tu ne sais pas trop si c'est mis... si c'est pallié pour ça. Mais tu sais, ça reste qu'il y a quand même encore plusieurs entreprises qui sont sur des technologies qui hébergent ou personnalisées ou peu importe, comme Magento par exemple, puis d'autres. Donc, tu sais, dans ces cas-là, c'est d'avoir une stratégie en anglais de code freeze ou de gel de code, c'est ça qu'on avait dit? Oui, c'est ça que Pascal m'avait dit. De gel de code, c'est parfait. Tu sais, ça, moi, je recommanderais, mettons, minimum 1 semaine avant. Après ça, tu peux toujours faire des tweaks visuels très légers pour t'assurer, tu sais, si tu vois des choses, quand même, de ne pas laisser quelque chose qui est dérangeant. Ouais. Mais tu sais, pas déployer rien, mettons, dans la dernière semaine, serait quand même important. Sinon, au niveau du trafic, ben, tu peux faire ce qu'on appelle des stress tests. Là. Fait que tout ce qui est, ça peut être application mobile aussi peut-être que vous en faites, là, mais sur ce type de solution-là, tu vas vraiment venir simuler en fait un haut volume de trafic à un moment donné pour être capable de déterminer ta limite que tu es capable de prendre simultanément. Fait que sur certaines plateformes, c'est important de le faire. Mais après ça, le plus qu'on est capable d'avoir d'outils qui sont hébergés cloud par des compagnies qui sont habituées de gérer du Black Friday comme Klaviyo, comme Shopify, tout ça, ben, c'est quand même intéressant parce qu'on peut se concentrer sur le volet commercial, l'opération, puis tout ça, sans avoir à gérer ce volet-là qui est honnêtement quand même tannant s'il faut qu'on soit stressé par ce volet-là. Là. Fait que... Puis il reste qu'il y a beaucoup d'humains aussi dans ce processus-là. Ça fait que c'est des bugs à ne pas négliger non plus. Ça fait que t'assurer avec ton équipe que tout est clair, net et précis. Puis justement, je disais tantôt qu'on utilisait Figma pour visualiser c'est comment qu'on exécute ça. Fait que, les gens qui soient préparés mentalement à comme pas le temps de niaiser sur quoi que ce soit. Là. Fait que c'est pour ça que nous, le Black Friday est décidé d'avance. Puis là, comme ça s'en vient dans 1 mois, puis on est déjà prêt pas mal, mettons. Là. Autant niveau visuel que niveau technique, qu'est-ce qu'on voulait faire comme ajout sur le site web, etc. Peut-être une affaire aussi, ça me faisait penser à ça, mais tu sais, les promotions qu'on parlait tantôt, là, tu sais, de rester dans le cadre de ce que notre outil offre, là, ça, c'est toujours, en tout cas, je trouve une bonne pratique, là, parce qu'il arrive souvent, tu sais, on est très créatif dans les promotions qu'on va vouloir faire, là, puis on va en faire en escalier sur 12 catégories, puis tu sais, puis là, tu es obligé de venir programmer des choses de façon personnalisée, tu sais, sur la plateforme. Puis ce qui arrive, c'est que tu vas toujours avoir des cas aberrants que tu n'auras pas vus dans tes tests, puis ça va arriver pendant le Black Friday, c'est sûr et certain. Puis là, tu vas dire, tabarouette, il faut qu'on push quelque chose rapidement pour... Donc, tu sais, le plus que tu es capable de rester dans ce qui est offert nativement,
le mieux c'est. Après ça, c'est sûr que quand on vient travailler avec un programme de loyauté, avec ci pis ça, bon, des fois, il y a certaines choses qu'on n'a pas le choix de faire, mais de garder le plus simple possible, ça va t'éviter d'avoir à composer avec des cas des fois un petit peu plus tannants. Tu n'aurais pas vu quelqu'un peut combiner 3-4 offres parce que là, tu as 3-4 systèmes qui se parlent pas trop. Fait que c'est le genre de choses que tu veux éviter le plus possible avant, mettons. Là. Parfait. Merci. Puis, tantôt, tu parlais de justement la logistique, comment vous vous préparez chez CaseMe, mais je me demandais, est-ce que, mettons, Frank, puis tu pourrais aussi nous donner un exemple, mais est-ce que vous avez des exemples d'histoires d'horreur, de fail en logistique pendant le Black Friday? Fail en logistique, précisément, je pense que tu pourrais peut-être plus m'en donner, là, mais de notre côté, tu sais, c'est plus technologique, là, de moins se préparer, justement, comme on disait tantôt. Ou, tu sais, je reviens à ça, en tout cas, se concentrer sur la promotion, puis là, ben, tout le monde a acheté, t'es out of stock. Tu sais, la stratégie d'inventaire est super importante, là, parce que ça, c'est une autre chose, il faut que tu comprennes tes délais de production. Là. Je pense que CaseMe, c'est le fun parce qu'ils sont verticalisés là-dedans, c'est vraiment cool, mais tu as des détaillants qui, après ça, si tu n'as pas prévu ta période du temps des fêtes non plus, puis là, tu as écoulé une grosse partie de ton stock, qu'est-ce que tu fais? Fait que je pense que c'est vraiment de bien planifier ça en amont puis de s'assurer que tu n'en manqueras pas, que bref, tu vois un petit peu plus long terme que cette semaine-là. Là, mais, parce que nous, 5% des clients qui achètent au Black Friday vont racheter au mois de décembre aussi. OK. Fait que sur le volume du mois de novembre, c'est quand même beaucoup, 5%. Fait que, comme Frank dit, il faut que tu sois préparé en conséquence. Mais malgré le fait qu'on est verticalisé au niveau production, ça reste qu'on a un fournisseur de matières premières, puis ça vient de l'Europe. Puis je pense que c'était pendant la COVID qu'il y avait la folie avec les bateaux, tout arrivait pas à temps. Je pense qu'on a reçu notre commande du Black Friday, genre 3 jours avant. Ah, c'est pas paniquant du tout, c'est parfait. Capotait. C'était vraiment... c'était vraiment stressant. Finalement, tout s'est bien passé, mais je dirais que nous, des échecs majeurs de Black Friday, il n'y en a pas tant eu. Ben, je l'en ai compté un tantôt qu'on switchait tout le temps de rabais, ben ça faisait que ça créait des clients mécontents. Puis c'est gossant pour nos employés aussi de devoir gérer tout ça. Mais sinon, il n'y a pas de trucs en particulier qui se sont passés. Mais ça, j'en reviens pas. Par contre, mettons, là, tu nommais peut-être que le rabais était plus significatif, là, mais mettons 20% versus 25%, je peux pas croire que les gens se donnent... Ah ouais, ça arrive. Les gens se donnent le trouble de demander un refund pour payer 25%, pour avoir 25% de rabais. Comparativement à 20. Ou ils viennent te voir puis ils font juste dire, ben je l'ai acheté hier, puis là tu le donnes à 25, donne-moi le 5% de plus. Là. Mais tu sais, les gens, ils le veulent. Là. Ils sont là pour le rabais, hein, fait que... Faut pas négliger ça, là. Les gens, ils sont vraiment, ils peuvent sticker, puis à la limite, ils vont dire, ben ok, j'achèterai pas ton produit, je vais aller ailleurs, puis c'est terminé, là. OK. Fait que si ça fait depuis le mois de juin que tu leur envoies de la pub, puis que t'attends que c'était soit cette journée-là qui convertisse, puis que finalement, tu l'échappes, c'est plate. Non, vraiment, vraiment. Fait que en fait, la morale de cette histoire, c'est d'envoyer des rabais par la poste. Exactement. Voilà. Les rabais postaux. Les commerces en ligne qui envoient juste des rabais postaux. J'avais une dernière question avant qu'on passe au segment dans le chapeau, dans la casquette, dans ce cas-ci. Mais je me demandais, là, les deux, autant Novatez que CaseMe, vous êtes des entreprises qui avaient des certifications B Corp, right? Je me demandais, dans justement cet univers-là du Black Friday qui est about la consommation de masse. J'ai de la misère à parler aujourd'hui, c'est pas facile, j'ai trop pris de café. Mais qu'est-ce que vous conseillez à vos clients ou qu'est-ce que vous faites pour rester aligné justement à toutes les valeurs un peu plus éthiques de B Corp ou même que ce soit plus dans les pratiques de logistique ou whatever? Je commence? Ouais. Quand on a commencé à penser à la certification B Corp, c'était il y a plusieurs années. Puis on se disait, on se sentait un peu imposteur de dire on va se certifier B Corp. On est une entreprise qui produit des étuis de téléphone en plastique. C'est du polycarbonate qui est 100% recyclable. Mais à un point, je m'étais fait dire par la fondatrice de Prana, de comme, William, si c'est pas ton produit qui est certifié puis que tu sais qu'il est fait de façon éthique puis que ta chaîne d'approvisionnement a été modifiée en fonction de réduire ton impact sur l'environnement et tout, elle dit les gens vont quand même acheter un case s'ils en ont besoin d'un. Ça fait que t'es mieux d'être l'option intelligente pour ces clients-là. Fait que
Nous, c'est plus de dire, cette journée-là, c'est clair que c'est basé sur la consommation à un niveau extrême. Ceci étant dit, souvent, nous, nos clients, ils attendent cette période-là pour acheter leur étui qu'ils vont avoir pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Fait que je pense qu'après, c'est peu importe le moment de l'année, nous, on change pas notre façon de faire nos affaires, dans le sens que on travaille avec beaucoup d'organismes pour l'aspect impact social, mais d'un point de vue environnemental, nous, on verse 3% de nos profits nets annuels pour des causes environnementales. Fait que comme cette journée-là, on va pas pousser le fait qu'on donne ou qu'on plante des arbres ou des trucs comme ça. On veut pas faire du greenwashing par rapport à ça. Mais je pense qu'après, c'est de dire, ben, c'est la journée de l'année que ça fait des fois un gros pourcent de notre chiffre d'affaires. Ça fait que c'est ça. Puis, notre packaging a été modifié de façon à ce que ça soit moins dommageable. Puis bref, il y a plein de choses que je pourrais t'expliquer, mais overall, nous, c'est sûr que c'est comme contre-intuitif des fois de penser à ça. Là. Mais soit dit en passant, Kesmi est un exemple. Will est quand même humble, là, mais vous êtes fort là-dessus. Là, puis honnêtement, c'est le fun d'avoir tout ce qu'ils font. Là, mais moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est quand même redevenu un facteur décisionnel important pour les consommateurs de plus en plus à chaque année. Là, avec la plus jeune génération qui vieillit et qui a un pouvoir d'achat grandissant. Je pense que l'année passée, c'était 27% là, des gens qui étaient dans leurs critères d'achat. Ça 27%, c'est beaucoup. Quand tu regardes ça, puis c'est probablement justement parce que la génération qui est plus conscientisée à ça. Moi, de la façon que je le vois, comme tu dis, on n'échappe pas à quand même la quantité qui est commandée pendant ces périodes-là. Il faut être juste consciencieux de ce qu'on fait comme promotion de nos agissements pendant le Black Friday. Après ça, si je pense à certaines entreprises plus internationales qui vont promouvoir l'achat d'un produit unique, livraison unique, puis tout ça, parce que c'est simple, puis ça, c'est sûr que tu as une empreinte plus large que si tu essaies d'aller chercher ton panier moyen plus élevé, par exemple. Puis c'est ça qui est drôle des fois, c'est que les objectifs commerciaux sont très alignés avec tes objectifs environnementaux. Des fois, les gens ils vont penser que tu fais moins d'argent avec ça ou que peu importe, mais c'est pas nécessairement vrai. Là. Si tu augmentes ton panier moyen dans une commande puis que tu es capable d'avoir une stratégie de livraison puis de packaging qui est intelligente autour de ça, au final, ça va être bénéfique pour toi, pour ton client, puis tu vas réduire ton empreinte là-dessus. Fait que tu as différentes façons de faire. Après ça, la chaîne d'appro puis de production, elle en vaut quand même pour beaucoup. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut être conscient de tout le volume qu'on fait pendant ce temps-là. Mais je pense que c'est juste de l'avoir en tête dans tout le type de stratégie qu'on fait. Je sais que Allbirds, pendant, je pense qu'ils font maintenant tout le temps, là, mais ils vont marquer le carbon footprint sur chaque produit là, au niveau de la consommation. Puis je pense que tu peux le voir par commande maintenant aussi. Fait qu'au Black Friday, il est quand même mis de l'avant. Ils vont montrer aussi un peu, ils vont faire des initiatives comme vous faites vous aussi. Je pense qu'ils vont montrer l'impact d'une commande, par exemple, puis comment qu'ils le compensent. Fait que il y a un niveau de transparence que tu peux communiquer à ta clientèle aussi sur ce que tu fais par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est surtout de faire des choix consciencieux tout au long de la stratégie là-dedans. Là. Puis c'est tellement un long processus, là, B Corp, mais ils te font réaliser quand même qu'on est for profit. Il ne faut pas penser que ne pas vendre des produits pendant la journée, que tout le monde le font pour des questions de valeur. C'est la chose à faire, là, c'est de dire comment tout au long de l'année, tu peux réduire le plus possible ton impact sur l'environnement, mais c'est pas juste l'environnement, c'est l'aspect social, les clients, les fournisseurs, c'est comme assez large. Fait que, ouais. Puis juste, Kesmi aussi, avec le fait que vous créez vous n'avez pas des gros stocks tout le temps qui restent dans votre backlog, là, vous créez à la pièce. Là, fait que juste ça doit quand même avoir un gros impact aussi. Là. Ouais, puis on a à peu près 5% de taux de registre. Fait que sur les impressions des étuis, des fois, il y en a qui sortent avec un petit défaut d'impression. Nous, ces étuis-là, on les jette pas. On les garde, puis à chaque année, on fait 2 à 3 fois des pop-up, puis on peut les revendre à des rabais quand même énorme pour aller chercher d'autres types de clientèle aussi qui se serait peut-être pas gâté un étui à 45$, mais là, il est à 50% off. C'est que nous, on revend dans le fond des pertes qu'on aurait eues normalement. Okay. Fait que c'est d'être créatif sur ta façon de comme réduire ton carbon footprint en général. C'est vraiment intéressant, c'est une bonne idée. Niveau de Shopify, qui est, je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque année, ils font une espèce de carte du monde au Black Friday. Là, puis là, tu vois puis depuis une couple d'années, là, je pourrais pas vous dire exactement quand, mais à cause de leur stratégie d'hébergement, puis tout ça, je pense qui est plus accepté au niveau environnement qu'est-ce qu'elle a déjà été, ils vont marquer
vont inscrire pour chaque commande le carbon footprint qui a été sauvé, puis au total pendant le Black Friday. Fait qu'on n'en parle pas souvent, mais tout ce qui est hébergement aussi, là, les serveurs, ça pollue énormément. Là. Donc, de choisir un hébergeur ou une solution, bref, qu'on sait qu'ils ont peut-être fait des initiatives par rapport à ça, ça peut être un choix. Là. Puis il y a ShopPay aussi, que genre, quand tu check out avec ShopPay, ben, tu peux venir offset justement une portion des émissions carbone qui ont été générées par la commande. Merci. Carbon footprint, c'est ça qu'on... Émissions carbone. Bon, je réalise à quel point qu'on travaille en anglais. Hein, c'est un anglicisme n'attend pas l'autre. Ouais. On passe au dernier segment du podcast, qui est le segment dans le chapeau. Est-ce qu'il y avait eu le segment dans le chapeau quand tu étais venu la première fois? Je pense pas. OK, ben c'est ton premier segment dans le chapeau. Puis là, je me suis excusée au début parce qu'il y a plein de poils de chien sur les casquettes en Côte du Roi. Je suis désolée. C'est Lexi et Ben, c'est pas de ma faute. Fait que je vous fais piger une question, puis vous y répondez. OK, je pensais qu'il fallait que je porte le chapeau. Tu peux le porter, je pense que ça va bien t'aller. Ah, une autre fois. Tes cheveux sont bien coiffés. Fait Merci. Moi, c'est quelle est l'application la plus utilisée dans ton téléphone? Puis t'as pas le droit de répondre Google, genre. Non. Spotify. J'écoute de la musique, des podcasts. Quelle musique? J'écoute autant de la musique classique que du death metal, que du rap, que la musique électronique. Ces temps-ci, je suis très dans la musique électro. Je suis allé au dernier pique-nique la semaine passée à Montréal, voir Alan Port. Fait que, j'aime bien la musique. Ça fait que j'ai de la musique ou un podcast dans mes oreilles assez régulièrement, dont le vôtre. C'est vrai? Spotify, j'adore. T'es-tu le genre de personne qui va repartager ton recap Spotify dans ta story Instagram? Non, pas du tout. OK. Mais le nouveau feature qu'ils ont sorti, qui est la Daylist, je sais pas si vous avez vu ça. Non. C'est comme, je te montrerai après, là, mais il y a un bouton que tu cliques Daylist, puis ça te crée une liste d'écoutes de musique en fonction de ton mood de la journée. Ah! Fait que des fois, c'est genre mercredi matin jazz. Puis je suis comme, OK, I guess que j'écoute souvent du jazz, genre le mercredi matin, des fois en travaillant. Puis ça vient vraiment s'adapter selon l'heure de la journée. Ça fait que ceux qui m'écoutent, vous irez voir ça dans votre téléphone. Daylist, c'est vraiment cool. C'est leur nouveau DJ là, que je trouve cool. Il y a genre un accent Boston ou New York. Là, je sais pas trop, là, mais je sais pas si vous avez le même que moi. En fait, hey là, Frank! Ouais, c'est ça. Hip-hop! Toi, c'est quoi l'application la plus utilisée dans ton téléphone? Hey, ben là, écoute, honnêtement, je pense que c'est la même. Là. Je pense que c'est Spotify, là, mais sinon, je vais me mouiller, là, je vais dire Instagram. Là. Ah ouais? Ouais, moi, je suis classique, le cas là, de... Comment t'appelles ça? Le doom scrolling, là? Ouais. Tu sais, quand tu scroll à l'infini. Ouais, fait que là, moi, là, j'ai plein de pubs de genre... du monde qui me dit genre be the smartest man in the room, stop scrolling. Là, là, j'ai plein de pubs de tu fais shamer. Je me fais shamer par Instagram qui dit... au moins, ça veut dire que tu es conscient qu'il faudrait que tu scrolles moins. Oui, je suis très conscient, mais je pense que j'ai un bon algorithme somewhat éducatif, mais il faut toujours regarder ses sources là-dessus. Là. Je pense pas que... Personne qui a fait son clip de 5 secondes à le rechercher tant que ça tout le temps. Toi, Virginie. Ouais. J'ai répondu à cette question-là dans le dernier épisode, puis j'ai répondu TikTok, là, évidemment. Là. Ouais. C'est un peu comme toi. Là, je scroll à l'infini, mais sur TikTok. Puis mettons que je vais être un peu plus original, je vais dire Strava. J'utilise beaucoup Strava. J'aime ça donner des coups d'os. Ah, mais là, ça, c'est bon. C'est juste pour donner les coups d'os. Ouais, puis regarder les maps potentielles. Mettons, en fait, semaine, je m'en vais dans le Maine. Fait que là, je regarde des routes potentielles de course dans le Maine. Puis question pour toi, étant directrice marketing, t'as-tu, comme mettons moi, mon utilisation de TikTok, il n'y en a aucune. OK. Instagram, ça l'a vraiment diminué, mais comme à un moment donné, je suis devenu écœuré d'être sur les médias sociaux tout le temps. Toi, tu sens ça des fois, vu que c'est tes outils de travail en même temps? Non, tellement pas. Là. Non. Parce que, je vis ça avec LinkedIn. Là. Nous, on est vraiment actifs sur LinkedIn. Puis là, des fois, je suis juste vraiment tannée de LinkedIn. Fait que j'ai genre plus de notifications. Je suis comme, non, je peux pas regarder quelqu'un qui, ce matin, il a croisé quelqu'un dans la rue. Puis ça a changé sa journée. Puis là, il nous donne des leçons d'entrepreneuriat. Là, comme, pas tout le temps. Là. Mais sinon, Instagram, TikTok, ça m'inspire vraiment plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon algorithme est vraiment différent que, mettons, quelque chose qui est aligné avec la stratégie de Third Bridge. Mais souvent, je vais être capable de voir des choses que moi, j'apprécie puis que moi, j'aime, puis être capable de les décliner avec Third Bridge, qu'est-ce qui ferait du sens. Fait que, non, je vais me sentir inspirée, je vais prendre une petite note sur le site, puis après, je vais continuer à scroller de façon... Je peux pas dire c'est simple, là, parce que je scrolle beaucoup, mais... J'y vois pas encore. Ça dépend du contenu, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est mes amis, leurs petites photos d'hommes de la fin de semaine. Je suis contente de voir ça. Je like ça.
Correct. Fait que non, plus inspirant que d'autres choses. Dernière question, puisque là, je vous avais dit que ça prendrait 40 minutes, mais là, on jase. Hein? Ben Prend oui, plus de temps. Quel est le plus grand fail du Black Friday que tu as vécu ou observé? Quelle leçon en as-tu tiré? Là, il ne faut pas qu'on répète nécessairement tout ce qu'on a dit. Hein? On essayait plus logistique, technique tantôt, mais là, mettons un client qui a fait une promotion sans le nommer, bien évidemment. Non, c'est ça. Case Me. Il y a 6 ans. Case Me, il y a 6 ans. Non, mais je dirais, ben, en fait, ouais, il y en a un. Every few years, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une promotion ultra compliquée. Mettons genre rabais escalier de 20, 30, 40%, mais là sur plusieurs catégories, puis là, avec d'autres affaires après ça, mais là, tu peux pas combiner, mais tu peux combiner ça. Puis là, t'enlèves ton rabais infolettre, fait que là, les gens non plus, ils subscribent pas. Fait que là, tu deviens avec une promotion ultra compliquée qui fonctionne pas nécessairement, puis t'as pas calculé tes marges. En tout cas, de cette façon-là, je pense que là, on est plus transparent. Des fois, quand ça arrive, là, il risque d'arriver ça. Mais ça, on l'a vu trop de fois. Puis c'est un casse-tête pour les employés, toute la compagnie au complet. C'est compliqué technologiquement. Fait que, ouais, je dirais les promotions très, très compliquées. Là. Je comprends que c'est de bonne foi. Là. Je comprends qu'on va en offrir beaucoup puis qu'on est gentil, mais faut que ça cesse. Là. Ah ouais, keep it simple. Ouais. Ben, c'est ça qu'on dit depuis le début, en fait. Ouais, je me suis répété finalement. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais la morale de cette conversation, c'est ça. Ouais. Puis Post Canada. Puis Post Canada. C'est ça. Les rabais postaux. Mais ils se sont vraiment améliorés, moi, je trouve, perso. Là. Il y a des années que ça a été rock'n'roll, là, mais là, Pascal, ça va quand même bien. Est-ce que c'est comme ça que vous livrez? Ouais, puis on livre 80% de nos envois sont format lettres. OK. Fait qu'un timbre, pas de tracking. Fait que il y a des années que ça a été difficile, mais là, ça va super bien quand même. Nice, tant mieux pour vous. Fait que on est pas mal à la fin, mais je vous laisserai si vous avez des choses à plugger ou si où est-ce qu'on peut vous suivre? Vous pouvez nous suivre @CaseMeDesign sur toutes les plateformes possibles et impossibles. Moi, sur LinkedIn, si vous voulez me parler. Je suis actif en termes de regarder, mais je publie pas tant que ça. Tu ne nous donnes pas tes conseils d'entrepreneuriat? Non. Ah. Non. Ben, même chose, LinkedIn, je réponds aux messages tout ça, peut-être pas si actif. Là. Puis sinon, on avatise beaucoup. LinkedIn, Instagram. Ouais. Fait que... Excellent. Mais ouais, vu qu'on est dans un podcast plus B2B, nous, on va être justement, on est assez actif sur LinkedIn avec Case Me, puis il y a des belles choses qui s'en viennent. On va lancer un projet B2B que j'en dirai pas plus pour le moment, mais il va être des trucs très cool qui s'en viennent. Teaser. Oui, vraiment. On reste à l'affût. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci.